avec un accès aux données ouvert. J'ai une question, c'est aussi qui est liée à cela, c'est est-ce que du coup cette dématérialisation donc de l'État et des services administratifs, est-ce qu'elle ne doit pas passer aussi par un renforcement de la souveraineté numérique? Parce qu'actuellement, pour l'instant, c'est encore en chantier, notamment au niveau européen. C'est-à-dire, On pense, il y a la RGPD, mais c'est vrai qu'au niveau des clouds, on est toujours dépendant des GAFAM, mine de rien. mais j'ai pas compris votre question au regard des services administratifs. Bah, C'est en général? oui, de manière générale, oui. Je suis désolé, Paul. Dites-moi, quel est votre point de vue là-dessus? Comme ça, je pourrais vous répondre. Mais je ne comprends Bah, pas. je pense que le truc, enfin, la difficulté qui va se retrouver dans la dématérialisation de tous les services, au niveau, c'est surtout du stockage des données. Est-ce que ce stockage des données, si on n'a pas une politique souveraine à ce niveau-là et qu'on est toujours en dépendance d'autres pays, enfin, plutôt maintenant de grandes entreprises, est-ce que ça va pas poser problème au bout d'un moment? Alors, là-dessus, il faut faire attention, hein. L'État, aujourd'hui, surtout les services publics en ligne, vos données, elles sont stockées en France et selon leur sensibilité, elle est stockée plus ou moins en niveau ultra sécurisé. Les fiches de paye de l'armée, ils sont sur des systèmes ultra sécurisés, à très haute sécurité, hébergés par l'armée elle-même en France. Les données d'éducation nationale, elles sont stockées sur le cloud de l'éducation nationale qui n'est pas opéré par des prestataires étrangers. Euh, Toutes vos données médicales, elles sont stockées, personnelles, elles sont stockées en France par des opérateurs français ou directement par l'État. Ensuite, est-ce qu'on utilise parfois des outils étrangers? Oui, on utilise les outils de traitement de données de Microsoft, on utilise les outils de traitement de données d'Amazon, on utilise ces outils de traitement de données-là, mais ce n'est pas eux le cœur de la stratégie d'hébergement de l'État. Si vous voulez, vous pouvez taper stratégie cloud État et vous verrez tout ce qu'on a fait en 2018. Vous verrez la stratégie cloud que j'ai lancée, qui a été reprise depuis et accélérée encore une fois. Ensuite, au niveau du développement numérique aussi, est-ce que vous voyez ce développement comme une occasion de revoir un petit peu donc le lien avec, pas avec l'usager, parce que c'est pas vraiment l'usager, mais avec le citoyen? Est-ce que c'est aussi une occasion donc, de rapprocher un petit peu l'administration et le citoyen? Vous voulez dire de quoi? Le numérique en général? Ouais, le numérique avec comme vous parliez des démarches en ligne plus faciles, on peut penser aussi à l'intelligence artificielle qui va se développer aussi pour les réponses aux questions. Le numérique, aujourd'hui, il est un outil qui, justement, doit apporter plus de qualité aux citoyens et plus de services aux citoyens. Le numérique, ce n'est pas pour remplacer la relation, c'est pour améliorer la relation. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà eu un problème avec les impôts, grâce au numérique, vous avez une meilleure qualité grâce au numérique qu'en physique. Parce que en physique, vous arriviez, vous faisiez la queue, vous tombiez sur quelqu'un qui n'est pas forcément responsable de votre sujet et qui essaie de vous apporter une réponse. Avec le numérique, aujourd'hui, quand vous posez une question dans votre service impôt en ligne, votre question, elle va directement à la personne qui est responsable du sujet. Si vous avez une question qui porte sur les impôts fonciers, ça va rebondir de service en service et la personne qui vous répond, c'est la personne qui est en charge de l'impôt foncier pour vous. Et ce n'est pas la personne qui fait le service universel au guichet. Aujourd'hui, il y a une vraie qualité pour ceux qui vont utiliser le numérique. Ceux qui vont au guichet, ils vont aussi avoir une qualité qui est celle d'avoir le contact humain, mais pas forcément l'expertise. Et donc c'est pour ça que c'est une bonne complémentarité. Pour ceux qui sont très fluides du numérique comme vous, qui sont jeunes et qui n'ont pas envie de perdre du temps à aller à faire la queue quelque part, bah, c'est important que vous puissiez faire toutes vos démarches en ligne parce que dans votre vie, ce sera une meilleure expérience. Par contre, quelqu'un qui veut avoir quelqu'un qui l'accompagne, il faut que ça existe encore. C'est pour ça que le président de la République là, fait des inaugurations toute l'année des maisons France Service. C'est des points d'accueil administratifs partout sur le territoire qui sont en fait des lieux où il y a une personne qui va vous aider à faire toutes vos démarches administratives, papier ou en ligne, et qui va être votre médiateur vers la complexité administrative et la complexité numérique. Mais donc, vous voyez, le numérique est là pour accélérer. Je vais vous poser une question un petit peu d'actualité qui est un peu simple, mais
Qu'est-ce que vous pensez actuellement d'une mode qui est en train de se développer, mine de rien, c'est celle des influenceurs dans les politiques publiques. Il y a eu McFly et Carlito qui ont sorti une vidéo avec, pour Emmanuel Macron notamment. Et bien avant eux, il y avait Thibaut Inchep, par exemple, avec le ministère de la Défense. Est-ce que pour vous, c'est un moyen de toucher d'autres générations ou c'est un petit peu ridicule, risible? Vraiment, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ce qui est certain, moi, c'est je pense que la politique publique, ça concerne tout le monde. Donc on a une responsabilité, c'est de parler à tout le monde. Si vous faites des politiques publiques en vous adressant aux Français que par le journal Le Monde, vous parlez qu'à une partie des Français. Donc c'est important de parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut parler aux intellectuels, il faut parler à ceux qui sont passionnés de politique, qui passent leur vie à faire de la politique, à regarder tous les sujets, mais il faut parler aussi à ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, il faut parler à ceux qui font autre chose de leur vie, parce que ça les concerne. Et que donc les jeunes qui n'ont pas encore un intérêt majeur pour la politique, c'est une façon de s'adresser à eux, c'est de impliquer de façon transparente. Hein. Ils ne sont pas impliqués de façon... c'est transparent quand ils s'impliquent sur ce type de dispositif avec des personnes qui aujourd'hui sont des médias. Ce n'est pas juste des influenceurs, c'est des médias en eux-mêmes, ces influenceurs. Ils ont une audience, ils engagent des publics. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut travailler avec eux. Moi, je soutiens très fort ce genre d'initiative. Après, c'est important de différencier les politiques publiques et le débat politique. Et donc, c'est important que le débat politique, ça se fasse avec la médiation de journalistes politiques qui vont identifier des sujets, des questions, et qu'il y ait une vraie contradiction dans un débat et que personne ne se retrouve jamais à être seul dans ce qu'elle fait. Et parfois, quand on est au pouvoir, c'est compliqué la fine ligne entre la politique publique et le débat politique. Mais je crois qu'il faut laisser les responsables politiques faire aussi les politiques publiques. Le rôle du gouvernement actuel, c'est de nous sortir de la crise. Et donc, il faut qu'ils communiquent tous les jours sur cette crise. Et il faut qu'ils nous parlent du Covid. Il ne faut pas qu'on leur dise attention, vous faites de la politique. Il ne faut pas de la politique. Ils ont été élus pour ça, pour gérer le pays pendant 5 ans. Donc, il faut qu'on les laisse gérer le pays et il faut qu'ils se fassent savoir tout ce qu'il faut. Puis après, il y a ceux qui veulent nous remplacer, et c'est très, très bien. Moi, je suis très heureux d'être dans une belle démocratie qui fonctionne, tellement bien que vous avez vu, on remplace souvent les gens qui sont au pouvoir. Euh, et il faut qu'ils puissent s'exprimer et dire ce qui ne va pas ou ce qui ne va pas pour eux. Mais c'est différents endroits. Et là, dans ce cas-là, je ne sais pas si les influenceurs sont les meilleures personnes pour organiser un débat politique. Là, il y a une question de Robin sur le chat qui parle donc de l'application Tous Anti-Covid. Est-ce que justement vous voulez revenir un peu sur cette application et sur votre rôle là-dedans, puisque vous en avez parlé tout à l'heure? Et vous avez Sur coupé cette le micro. application, moi, je ne suis pas le concepteur. Hein. Je suis au Parlement, donc je ne suis pas le gouvernement. Moi, j'ai, au nom du Parlement, fait une note parlementaire pour évaluer et faire un benchmark international de toutes les pratiques. D'ailleurs, je vous conseille de lire cette note, elle est très intéressante, écrite avec mon équipe, et elle analyse tous les types de... cette note, elle analysait tous les types d'applications de tracing qui étaient mises en place par les pays, qu'ils soient des démocraties ou pas. Et donc, c'était intéressant et c'est passionnant de voir la différence qu'il y a entre les cultures des pays. Il y a des pays où c'est complètement acceptable. Par exemple, on va prendre l'exemple d'Israël. Euh, le grand public a accepté l'idée que toutes les données privées puissent remonter entre les mains de l'armée et que l'armée puisse faire un traitement en big data et qu'à partir de ce traitement en big data, on puisse faire des projections sur la diffusion de l'épidémie et qu'on puisse, grâce à ça, nourrir des outils de tracing et nourrir des outils de protection. En France, culturellement, ça ne passe pas. En Chine, qui n'est pas la plus grande des démocraties au monde, culturellement, c'était OK de faire une appli qui contrôlait votre présence chez vous ou pas chez vous, qui contrôlait le passage de frontières, qui contrôlait le passage d'une région à une autre, avec une application dont vous ne saviez pas où étaient stockées les données et dont vous ne saviez pas ce qui en était fait. En Corée, culturellement aussi, et ce ne serait pas passé en France, vous êtes checké, vérifié chez vous, on vous suit avec une application, on vous sanctionne à distance quand vous ne respectez pas vos obligations, on suit les données GPS de votre téléphone, c'est-à-dire sans même avoir d'appli, on va regarder où est-ce que borne votre téléphone, à quelle antenne. Ça aussi, en France, ça ne passe pas. Donc, on a regardé ce qui était fait à l'étranger, on a regardé les modalités techniques et technologiques que pouvait porter cette appli, et on a recommandé celles qui, selon nous, portaient le moins atteinte
aux libertés fondamentales, ou en tout cas apporter un certain équilibre. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça va être… parce que là, ils vont essayer de le relier avec un peu le pass sanitaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée La question, ce sera qu'est-ce que l'absence de pass sanitaire vous empêche de faire et à qui elle empêche de faire. Le pass sanitaire, pour traverser une frontière, on l'a tous accepté depuis toujours. Il y a plein de pays dans le monde où on n'a pas le droit de franchir la frontière si on n'a pas le vaccin. Il y a des pays, si vous n'avez pas le vaccin contre la fièvre jaune, vous n'avez pas le droit de rentrer dans le pays. Et ben là, pour le Covid, il y a des pays, on n'aura pas le droit de rentrer si on n'a pas le vaccin contre le Covid ou si on n'a pas un test. Ça, on est tous d'accord. Après, sur l'entrée dans les lieux, si on a un pass sanitaire pour rentrer dans les lieux de culture, un pass sanitaire pour rentrer au restaurant, ça pose la question de l'égalité de tous et de savoir si est-ce qu'on a permis à tout le monde d'être vacciné ou ou de faire des tests gratuitement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, notamment si on tient les objectifs qu'on s'était donnés de vaccination et de permettre la vaccination aux adultes les plus jeunes, on sera bientôt dans une situation où la majorité des Français auront pu choisir d'être vaccinés. Et ceux qui n'auront pas choisi pourront continuer gratuitement, comme c'est le cas en France et que ce n'est pas le cas dans les autres pays du monde, à se faire tester gratuitement aussi régulièrement qu'ils le souhaitent. Et donc à nourrir ce pass sanitaire d'un test régulièrement à jour négatif pour pouvoir accéder à ces lieux. Aujourd'hui, ce n'est pas complètement arbitré, hein. Il n'y a pas de décision politique qui a été annoncée pour savoir ce que ce pass permettra ou ne permettra pas de faire. Ce qui est certain, c'est que pour les frontières, on est tous d'accord. Maintenant, c'est qu'est-ce que ça va être sur les différents outils. Nous, on a fait des recommandations. Moi, à titre personnel, je ne suis pas chaud, je vous le dis, hein. Je préfère qu'on ouvre à tous, qu'on ferme à tous. Par contre, pour les frontières, je suis catégorique, hein. Il faut qu'on maintienne un contrôle aux frontières avec un pass vaccinal et un pass ou un pass de test vérifié, parce que aujourd'hui, on arrive déjà difficilement à maîtriser chacun de nos pays. On ne peut pas prendre sur nous le poids sur nos épaules des risques des autres pays. Au fait, comme là, j'ai pris la question de Robin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à dire si vous voulez prendre la parole, parce que bon, là, c'est vrai que je l'ai lu, mais on peut vous donner aussi la parole, donc ce sera un peu plus sympa, ça fera plus d'échanges. Donc n'hésitez pas, hein, ceux qui ont envie, vous mettez dans le chat ou vous mettez la main levée sur le truc, il n'y a pas de souci. Aussi, je voulais vous demander sur la stratégie numérique des politiques en termes généraux. Est-ce que vous considérez que les stratégies numériques ont pris le pas sur le travail politique, enfin sur la campagne notamment, sur tout ce qui est militantisme ou autre? Je ne sais pas si j'ai vraiment compris votre question, mais en tout cas, la question, si c'est celle de l'importance de la partie numérique dans les campagnes, euh, d'année en année, elle représente un budget de plus en plus important et un nombre de personnes de plus en plus important. Quand on a commencé, on était le petit bureau au bout du couloir. Ensuite, on est devenu le gros bureau au bout du couloir. Ensuite, on est devenu le plateau là à l'étage où il y a tous les jeunes et où on avait un plus gros budget pour avoir plus de prestataires et plus de services. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les dernières campagnes américaines, on voit que le numérique maintenant joue un rôle de plus en plus important, y compris en termes de financement, y compris en termes de profil des personnes, avec des personnes de haut niveau qui travaillent dans ces équipes. Donc oui, le numérique, les stratégies numériques de campagne et les équipes de campagne numérique jouent un rôle de plus en plus important dans les campagnes. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de poser un peu des questions aussi, parce que bon, on monopolise un peu la parole, mais notamment Après, je Enzo. pense qu'il Ah, je pense, vas-y, Lucien. je pense qu'il y a une question dans les commentaires. Je ne sais pas si tu l'as lu ou pas. Ah, Non. quelle sera l'innovation en communication politique pour la campagne de 2022? Ah bah je sais pas, c'est à vous de me la donner, c'est vous la jeunesse, hein. Si vous avez des idées sur quelle sera l'innovation en communication politique pour 2022, faut me dire maintenant. Nous, on est en train de travailler pour essayer de faire la campagne la plus innovante. Je sais pas ce que vont faire les autres, mais oui, 2022 va marquer un cap par rapport aux précédentes. Du coup, il y a Baptiste Delmas qui a une question. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur justement cette campagne en 2022. On sait qu'elle sera essentiellement numérique compte tenu du contexte sanitaire et elle risque de l'être encore plus. Quand on voit ce qui s'est passé en 2020 aux États-Unis avec notamment la profusion de fake news et toutes ces fausses informations, les deepfakes même qui sont apparus sur les réseaux sociaux,
Comment vous, si vous êtes amené demain à gérer peut-être cette campagne présidentielle numérique, vous voyez ça? Est-ce que vous avez en tête des outils, des méthodes qui vous permettront de contrer cette avalanche de fausses informations qui pourraient nuire à un message politique? Baptiste, vous avez raison. On a lancé hier au nom de La République En Marche, le parti politique auquel j'appartiens, une équipe de travail de préparation de cet aspect-là. C'est-à-dire, au-delà de la campagne numérique d'action, c'est-à-dire de défense de nos idées et de conquête, on a aussi une stratégie de protection qui est liée aux tentatives de perturbation de la campagne qui pourraient avoir lieu venant d'une puissance étrangère ou de groupes minoritaires, qui pourraient passer par de la désinformation, de l'atteinte à nos systèmes d'information, de la sortie de données confidentielles. On a connu ça en 2017. On a eu quand même 5 boîtes mail intégralement rendues publiques à 2 heures de la fin de la campagne. Ça tombait bien, on n'avait rien à se cacher. On avait une campagne très propre. Une des boîtes mail qui a été volée, quand même, c'est celle du trésorier de la campagne. Donc, si vous voulez avoir tous les secrets des finances de la campagne de 2017, ils sont dans les Macron Leaks. Et après 5 ans de travail de tous les journalistes d'investigation du monde, personne n'avait rien trouvé à redire. Et même la Commission nationale des comptes de campagne n'a rien trouvé à redire à nos comptes. Ça, c'est la meilleure façon de se préparer à ce type de fuite de données. Après, vous avez raison, il y a les deepfakes. Vous avez vu les tout derniers deepfakes qui sortent, ils sont d'une beauté absolue, d'une espèce de perfection dans leur forme. Donc, il va falloir qu'on fasse très gaffe à ça. Il y a les désinformations sur des informations délirantes. On croyait qu'on était préservé, mais en fait, ça peut marcher aussi en France. Hein. Les communautés extrémistes, complotistes, croient en des choses très délirantes aujourd'hui en France. Hein. Je ne parle pas de ceux qui critiquent la politique vaccinale du pays. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais une personne sensée peut dire j'ai l'impression qu'on nous manipule. Certains, et vous avez vu l'actualité cette semaine dramatique de l'enlèvement de la petite Mia, a fait découvrir qu'en France, on avait des gens qui sont fidèles à un gourou basé en Malaisie qui leur a donné l'ordre d'aller aider cette maman à récupérer sa fille. Enfin, on a des gens comme ça sur notre territoire et ils sont partout. Donc, il faut qu'on fasse attention dans le territoire et en dehors du territoire. Il faut que chaque parti ait sa stratégie et puis il faut que le gouvernement aussi ait sa stratégie. C'est-à-dire que en 2017, le gouvernement a dû improviser un peu au moment où on s'est fait hacker par une force étrangère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un service qui était prévu pour faire ça. Et donc, on a une règle universelle qui est pendant une campagne présidentielle, quand on ne sait pas, c'est le Conseil constitutionnel qui est en charge. Et donc, c'est le Conseil constitutionnel qui a autorisé un service administratif à venir enquêter en direct pour savoir ce qui se passait chez nous. Pour les prochaines campagnes, il faut qu'on sache avant le début de la campagne qui ce sera. Il faut que chaque parti ait été accompagné et formé. Il faut que chaque parti puisse prendre en compte ce type de danger et se préparer à toute possibilité. On a Enzo qui a une question aussi. Bonsoir, merci pour votre présence. Moi, j'avais une question parce que donc, je suis en stage de fin d'études au ministère de l'économie, donc à la Direction générale des finances publiques. Donc, vu que vous parliez des impôts, ça m'a fait tilt. Vous parliez donc de la révolution en effet du prélèvement à la source. Moi, j'avais une question parce que en fait, on voit bien que la DGFiP ou que le ministère de l'économie, enfin que la fonction publique a besoin, vous parliez de la jeunesse, nous sommes les instigateurs de nouveautés, etc. Sauf qu'en fait, en tout cas, au sein de la DGFiP, il y a parfois un manque à recruter, enfin du mal à recruter des jeunes qui peuvent rejoindre les rangs de la fonction publique sur ces questions-là du numérique, de l'intelligence artificielle et de toutes ces questions-là, parce que l'idée d'un État à la traîne, ou peut-être trop bureaucratique, ou trop administratif, etc. Est-ce que vous avez, quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis? Est-ce que vous le ressentez également? Parce qu'au final, à la DGFiP, pour accompagner ce gros changement, la digitalisation de l'impôt qui est énorme, est-ce que ça peut vraiment continuer à être appliqué par des inspecteurs des finances et des hauts fonctionnaires qui finalement, dont c'est pas le métier de base? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si je suis très clair, mais voilà. Oui, merci Enzo, c'est une vraie question. On a lancé avec la DINUM, qui est la Direction interministérielle du numérique, qui aide toutes les autres administrations, une politique RH des métiers du numérique interministérielle.
mais c'est lourd à mettre en place. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'offrir des perspectives à tous les nouveaux jeunes talents issus du numérique dans l'interministérialité. Ça, pour tout se dire, d'abord, ça concerne d'abord les métiers techniques, pas forcément les métiers de la communication numérique et les métiers de décision numérique, mais plutôt sur les métiers techniques et les métiers d'ingénieur. Parce qu'un des freins sur le recrutement des ingénieurs et la fidélisation des ingénieurs dans l'administration, c'était le manque de perspective. Quand vous rentriez ingénieur à DGFiP, vous saviez que vous alliez finir dans 25 ans à 10 échelons au-dessus. Maintenant, avec cette politique interministérielle, vous pouvez faire 10 ans à la DGFiP et mettre en place des grosses révolutions fiscales, et puis partir, pourquoi pas, dans un service de renseignement pendant 5 à 10 ans, mettre à disposition votre compétence, ou alors faire un tour par l'armée, ou alors faire un tour par un autre ministère. Par exemple, le ministère qui va investir le plus par rapport à ce qu'il faisait jusqu'à aujourd'hui, c'est le ministère de la Justice. On va avoir une énorme numérisation de la justice dans les 3 prochaines années. Les budgets ont été votés depuis 2 ans, mais c'est des gros projets qui mettent beaucoup de temps. Eux, ils ont eu un vrai sujet pour recruter toutes les compétences nécessaires à leur transformation. Ils vont faire des transformations qui vont être aussi grosses que la DGFiP les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'on va avoir une procédure en ligne à 100%, à 100%, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le juge en physique, vous allez toujours aller à l'audience, sauf que vous aurez accès aux actes de procédure tout au long, vous aurez une capacité à saisir directement en ligne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, on va bientôt avoir l'aide juridictionnelle 100% en ligne. C'est un projet qui a duré 5 ans, parce que c'est un dispositif qui était géré localement, qu'il a fallu nationaliser, etc., etc. Bon. Donc oui, il y a un sujet sur comment on attire, comment on fait évoluer. Ensuite, sur les fonctions non numériques, non techniques du numérique, communication numérique ou simplement les fonctions administratives de base et une culture numérique pour tous, ça passe par une transformation du cursus de base des fonctionnaires qui sont recrutés, des attentes qu'on a vis-à-vis d'eux. Et c'est vrai que l'administration s'est comportée comme toutes les entreprises. D'abord, la communication numérique, c'était un peu un accessoire sur le côté. On prenait un jeune et on le mettait dans un bureau et on disait qu'on avait un jeune qui fait les réseaux sociaux. Après, c'est devenu une vraie équipe. Après, c'est devenu des équipes avec des budgets. Et ensuite, c'est devenu des vraies équipes rattachées à la direction stratégique de la communication. Et maintenant, on commence à avoir une nouvelle génération de directrices et de directeurs de la communication des administrations qui sont issus du numérique. C'est-à-dire que, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, mais moi j'en connais déjà 2, de personnes qui sont arrivées à la tête d'administration, de communication d'administration et qui viennent d'un parcours numérique. Et donc ça, c'est un bon indicateur des transformations en cours. Merci. Et d'ailleurs, le premier d'entre eux, c'est le patron du SIG. Donc, je sais pas, il donne l'exemple, c'est le patron de la communication du gouvernement et lui-même vient d'un parcours numérique et il donne une très grande importance au numérique. Je ne sais pas si Enzo, c'est bon du coup. Du coup, on a une question aussi de Nathalie. Merci Paul. Donc, alors moi je suis pas étudiante, hein, je pense que ça se voit, et j'ai connu Club Internet. Je suis la responsable de la communication de la future ligne nationale de prévention du suicide, dont Olivier Véran a annoncé la création le 10 septembre prochain. Donc, on est dans les starting blocks. Et je voulais vous demander, alors j'ai un peu 2 questions. Vous aviez dit tout à l'heure que effectivement le numérique est là, apporte des services aux citoyens. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce que le suicide, c'est pas un sujet dont les gens ils n'ont pas envie d'avoir d'informations sur ce sujet-là, ils n'ont pas envie de savoir. Est-ce que vous pensez que dans les services administratifs publics, il serait possible justement de systématiser l'envoi de l'information sur l'existence de cette ligne à partir du moment où on repère, et que ce ne soit pas quelque chose qui soit fait humainement, mais plutôt numériquement. Et ça rejoint ma deuxième question, qui est justement l'utilisation peut-être de l'intelligence artificielle pour le repérage des idées suicidaires, tant sur les réseaux sociaux que par les services de l'État. Si je me suis bien fait comprendre, dites-moi. J'ai bien compris la deuxième question. La première, c'est plutôt un point de vue que vous offrez ou est-ce qu'il y a une question? Alors, non, je me dis, c'est très compliqué pour moi, effectivement, de communiquer sur l'existence de cette ligne parce que ma cible est une cible qui est totalement réfractaire à cette information-là.
Par contre, si de façon systématique, de façon numérique, informatique, on pouvait, quand on repère des gens en difficulté, leur envoyer l'information sur l'existence de ce numéro de téléphone, ce serait pour moi une très bonne plateforme de communication, un très bon outil. Mais je me dis que ça ne peut pas se faire de façon humaine, ça doit se faire de façon informatique, numérique, quoi. Et cette question, elle est importante et elle me rappelle un débat qui a été mis en place avec les réseaux sociaux il y a quelques années. Vous savez que les réseaux sociaux, ils ont eu l'obligation de mettre en place un signalement rapide pour les personnes qui annoncent qu'elles sont en train de se mettre en danger ou de mettre en danger quelqu'un d'autre. Ça, c'est un signalement que vous voyez à peu près sur tous les contenus. Vous avez, il y a marqué « Cette personne est en train d'indiquer qu'elle va se suicider ou qu'elle ne va pas bien ». Ce signalement, les plateformes, elles ont l'obligation de le traiter immédiatement. Elles ont l'obligation d'en faire un signalement. Et par pays, ce signalement, il peut avoir différentes conséquences. Et elles ont l'obligation d'intervenir et de regarder ce qui se passe. C'est intéressant de se dire, vous, dans votre cas, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le numéro de la ligne puisse faire partie du dispositif de signalement? Parce que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut récolter l'information. Et aujourd'hui, on ne va pas mettre en place une intelligence artificielle qui écoute 100% des conversations en ligne de tous. Ça n'arrivera pas. Il y a quelques pays qui le font, hein, la Russie, la Chine, qui écoutent systématiquement tous les échanges, tous les réseaux sociaux des habitants de leur population. Mais je crois que ce n'est pas trop le schéma de ce qu'on souhaite faire dans notre pays. C'est pour ça que la force la plus importante, c'est celle des masses, c'est-à-dire la capacité de chacune et chacun à signaler et de savoir qu'en signalant, il va se passer quelque chose. Et donc, c'est pour ça que ce que vous dites, ce que vous proposez sur votre... ce que vous proposez avec ce numéro, il doit devenir dans le parcours c'est terrible à dire, le parcours de la personne suicidaire, une étape, soit qu'elle connaît, soit qu'il va rentrer dans son parcours d'idées noires, soit qu'il va rentrer dans le parcours de ceux qui vont se rendre compte qu'elle rentre dans un parcours d'idées noires et qu'il faut absolument l'accompagner. Et c'est là où, tout au long de ce parcours, il faut identifier à quel moment je le mets entre leurs mains. Mais là, on pourrait le faire sur les tweets, mais il y a peu de personnes suicidaires qui font des tweets suicidaires. Elles vont plutôt le faire sur les contenus envoyés à leur groupe, elles vont le faire sur les contenus envoyés sur leur Snap, sur leur Instagram, sur tout ça. Et là, c'est plutôt le signalement qui va être plus fort que l'analyse automatique par un robot. Je vous remercie. Donc, on a une question de Mathis. Je pense qu'avant Mathis, il y a la question voilà, de... c'est ce que j'allais dire, Lucien. C'est bon? Paul, avant Mathis, je pense qu'il y a la question de Dora. Alors, Dora, elle pose la question suivante. À quel point le numérique influence-t-il l'opinion publique? Ça, c'est la première question. C'est une série de questions. Je ne sais pas, on commence par celle-là d'abord. Alors, est-ce que le numérique influence l'opinion publique? On pourrait faire un débat très longtemps sur c'est quoi l'opinion publique et qu'est-ce qui influence l'opinion publique. L'opinion publique, c'est une somme diverse d'idées avec des poids dans ces idées, avec des idées compatibles et des idées incompatibles entre elles et un poids qu'on lui attribue. Ensuite, l'opinion publique, il y a l'enjeu de la mesure. C'est quoi la mesure de l'opinion publique? Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité de l'état d'esprit des Français? Le sondage dit, moi, je suis le meilleur reflet de l'opinion publique. Le journaliste dit, je suis le meilleur reflet. Le député dit, je suis le meilleur reflet de l'opinion publique de ce qui se passe dans ma circonscription, puisque je parle aux gens toutes les semaines. Les journalistes vont écrire en disant, nous sommes le reflet d'une opinion publique. Donc, l'enjeu, et un des dangers, c'est de croire que ce qu'on regarde à travers notre prisme est l'opinion publique. Et par exemple, on croit parfois que ce qu'on voit sur Twitter est l'opinion publique. Mais en fait, il faut être très humble. Le débat tel qu'il a lieu sur Twitter, ce n'est pas l'opinion publique des Français. Le débat sur Twitter, il est biaisé. Il y a une surreprésentation des plus jeunes, une surreprésentation des très politisés, une surreprésentation de la sphère politique médiatique et la sphère étudiante. Il y a beaucoup moins de salariés et de fonctionnaires, il y a beaucoup moins de retraités, alors que la France, c'est majoritairement des salariés, des fonctionnaires et des retraités.
Donc, il faut se dire qu'il y a des biais dans les canaux qu'on peut avoir pour évaluer quelle est l'opinion publique. Après, est-ce que Twitter est une caisse de résonance? Oui, une très grosse caisse de résonance. Une très grosse caisse de résonance et de débat pour des gens qui vont en influencer beaucoup d'autres. Quand vous avez un débat sur Twitter, il a lieu en public devant toute la presse nationale. Quand vous avez un débat entre politiques ou un clash qui a lieu sur Twitter, vous savez qu'il est regardé par les journalistes. Mais après, c'est quand même le passage vers les médias traditionnels qui va redonner de l'écho et refaire une stratégie d'écho derrière. Après, il y a un autre numérique qui fait l'opinion publique, c'est le dark numérique, c'est-à-dire le numérique de ma mère. Ma mère, elle reçoit chaque jour dans son WhatsApp une quinzaine de messages forwardés par quelqu'un, par une copine, par un copain qui lui envoie un truc, etc. Ça, c'est pas le darknet, mais c'est l'internet dark qui est l'internet gris, c'est-à-dire les boucles familiales, amicales, qui sont une accélération du système de rumeurs comme on l'a toujours connu. Il y a toujours eu un système de rumeurs dans toutes les civilisations et c'est ce qui réunit le plus les humains. C'est le fait de raconter des rumeurs qui sont parfois avérées, parfois pas du tout. Et donc ça favorise l'accélération de la construction de rumeurs d'opinion publique, parfois absurdes, parfois ça permet de faire prendre conscience de certaines réalités, mais quand même plus souvent de diffuser des idées absurdes. Ensuite, le sujet de cette deuxième question, est-ce que cet accès libre pour tous est un avantage ou un inconvénient pour la scène démocratique? Moi, je veux le répéter, hein, c'est très très important. Sur les réseaux sociaux et sur Internet, on va trouver tous les factieux, les bizarres, les extrémistes, les tarés, les gens qui veulent abuser de vous, les gens qui veulent votre argent, les gens qui veulent votre corps, les gens qui veulent votre cerveau. Ça, vous allez tous les trouver. Mais sur Internet, vous allez aussi trouver les gens qui vous veulent du bien. Sur Internet, vous allez aussi peut-être trouver l'amour. Sur Internet, vous allez aussi trouver des idées qui vont changer votre vie. Vous allez trouver des contenus culturels qui vont changer votre vie. Internet, c'est la première fois, vous êtes une génération dans notre civilisation qui a né, qui a grandi avec un Internet à haut débit, un accès infini au savoir et aux connaissances. Donc, évidemment que c'est bien pour la démocratie, évidemment que c'est formidable pour la démocratie, évidemment que c'est très important, et évidemment qu'on n'a jamais, jamais, jamais connu une ère plus démocratique que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et tous ceux qui disent on est dans une dictature, il faut vraiment qu'ils se disent qu'il n'y a aucune dictature dans laquelle on peut librement dire qu'on est dans une dictature. Et donc c'est très important. Et donc moi, cet accès universel, je le défendrai toujours. Je suis contre la fin de l'anonymat. Le pseudonymat, c'est très bien. Donc voilà, c'est très important. Par contre, il faut lutter contre les fake news, la diffusion de rumeurs et tout ça. Mais il faut faire attention parce que à cause de tous ces comportements extrêmes, on oublie la magie de ce que fait Internet dans nos vies. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Il ne faut pas qu'on revienne en arrière. Il ne faut pas qu'on ait moins de liberté sur Internet demain qu'aujourd'hui parce qu'on a peur de son dévoiement. Du coup, Mathis, Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Moi, j'avais une question en lien avec les Macron Leaks, puisque vous en parliez tout à l'heure, et notamment de l'affaire McKinsey. Alors, il me semble que parmi vos anciens collaborateurs au secrétariat d'État au numérique, il y avait d'anciens prestataires de McKinsey, et Le Monde a révélé que plus de quasiment un tiers des dépenses de la direction interministérielle de la transformation publique était pour des prestataires d'entreprises privées de consulting. Est-ce que ça pose pas la question déjà de la transparence? Comment on fait en France pour tout simplement être assez transparent pour savoir ce qui se fait, entre guillemets, dans ces sphères plutôt occultes, entre guillemets, pour le grand public? Et est-ce que ça pose pas également un autre problème, qui est un problème plus politique et plus communicationnel vis-à-vis justement de ces conseillers en com? Est-ce qu'un grand parti comme le vôtre, par exemple, mais d'autres partis également, puisque vous n'êtes pas, La République En Marche n'est pas la seule à utiliser évidemment les cabinets de consulting, est-ce que ça pose pas un problème tout simplement de nationalisation et de confiance également envers les communicants? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir tout simplement une équipe réelle de communication
au sein de chaque ministère, au sein de chaque direction publique qui gère la communication, et est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par des boîtes de consulting privées qui sont là pour remplir un cahier des charges, pour valider des budgets et pas forcément pour servir l'intérêt du plus grand nombre? Alors, attention dans ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de choses que vous avez mis les unes à côté des autres, mais qui ne sont pas correctes. McKinsey, ce n'est pas un cabinet de conseil en com. McKinsey, c'est un cabinet de conseil en stratégie, c'est-à-dire que c'est plutôt des ingénieurs et des diplômés d'école de commerce, des personnes qui ont une expérience de l'organisation des entreprises et de l'organisation des administrations. Et les prestations qu'on fait avec McKinsey, c'est plutôt des prestations de conseil sur la mise en place de projets complexes. Et le rôle de la DITP, son rôle, c'est d'accompagner toutes les autres administrations sur leur transformation et la mise en place de projets complexes. Elle le fait avec des fonctionnaires de la DITP. C'est d'ailleurs une magnifique administration, moi, que j'ai beaucoup aimé diriger, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Mais elle le fait aussi, pour une partie de son activité, en prenant des consultants de différents, des plus gros cabinets de consulting en France, et elle les mettre à disposition des administrations. Donc la DITP, elle n'a pas besoin de consultants pour faire tourner la DITP. C'est-à-dire que McKinsey n'a jamais aidé la DITP à être la DITP. C'est la DITP qui, en travaillant sur une administration, a pu dire bon, bah, vous, sur ce projet-là, pour vous accompagner, il faut qu'on vous mette 2 consultants de chez McKinsey et un consultant de la DITP qui vont vous aider à mettre en place tel projet de transformation, tel projet d'accompagnement. La question que vous posez sur la communication, je vais la transformer sur le consulting, si vous êtes d'accord. Est-ce que l'État ne devrait pas être capable de lui-même faire son auto-consulting? C'est ce qu'on a essayé de faire avec la DITP, mais avec toutes les limites que ça a. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place un projet complexe, il faut déjà avoir mis un projet complexe. Pour mettre en place un projet de transformation numérique, il faut déjà avoir fait un projet de transformation numérique. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on a assez de cadres de l'administration aujourd'hui qui sont capables d'être dans un état d'esprit de conseil pour accompagner d'autres dans leur transformation. Le conseil, c'est pas sale. Moi, j'ai été, je vous l'ai dit, dans ma boîte, dans mon passé, j'ai créé une entreprise de conseil en innovation. J'ai créé ensuite, j'ai travaillé ensuite pour BETC, qui est une agence de communication. C'est normal qu'une entreprise ou une administration n'ait pas toutes les compétences en interne. Et parce qu'elle n'a pas toujours besoin en permanence d'un expert en logistique, elle n'a pas besoin en permanence d'un expert en réorganisation numérique. Elle a besoin de lui pendant 3, 4, 5 mois pour se réorganiser. Puis ensuite, après, elle fait tourner elle-même sa vie, elle fait elle-même tourner ses choses. Quant à celui qui a travaillé dans mon cabinet ministériel, il se trouve qu'il a travaillé chez McKinsey juste avant. Bon, comme il y en a un autre, il avait travaillé à la DGSE, comme un autre, il avait travaillé là-bas. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait dans son cabinet des gens qui ont les meilleures expériences possibles. Donc, j'avais un mélange de fonctionnaires, de consultants et de gens qui ont travaillé dans le privé. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas le sujet. Après, est-ce qu'on peut, au lieu de dire le problème de En Marche, c'est McKinsey, non, le problème de la politique en général, c'est la surreprésentation des personnes diplômées des mêmes écoles. McKinsey, c'est quoi la spécificité de McKinsey? Il ne recrute que les diplômés d'HEC de Sciences Po, en gros. Donc, il représente ce qu'on reproche en général à certains, il y a beaucoup de partis politiques et à la très haute administration française et à la très haute au management du CAC 40, qui est une surreprésentation des gens diplômés des mêmes écoles et qui ont le même parcours sociologique. Donc c'est ça qu'il faut plutôt interroger, qu'il faut bousculer. Et moi, j'essaye par mon expérience et par mon témoignage de bousculer ça. Même si à la fin des fins, je suis quand même diplômé de Sciences Po à la fin. C'est-à-dire, je viens d'une famille pauvre, j'ai commencé à travailler à 16 ans, mais j'ai fait Sciences Po. Mais on ne va pas me retirer le fait que je viens quand même d'un parcours populaire et qu'il faut qu'il y en ait plus comme ça aujourd'hui en France. Donc, moi, je serais beaucoup moins critique que vous sur eux, et je peux vous dire que les administrations qui ont bénéficié des conseils que ce soit de McKinsey ou de la DITP en général et de tous les cabinets qui travaillent avec la DITP sont tous très heureux puisqu'on a un taux de satisfaction très élevé, tellement élevé qu'il y a plus de demandes d'administration pour obtenir une mission DITP que de missions disponibles. Parce qu'en gros, c'est un système de tickets. Les administrations, chaque année, peuvent dire à la DITP, voilà, moi j'ai un grand projet que je veux mener, j'ai besoin de vous. Et la DITP va dire, nous, on est d'accord pour vous donner un budget de ça, ça ou ça pour vous accompagner dans cette transformation. Donc non, au contraire, moi je trouve ça très positif.
Mais est-ce que, enfin, je me permets de rebondir, pardon, mais est-ce que ça pose pas une question de conflit d'intérêts qu'une entreprise comme McKinsey revienne systématiquement avec tout simplement des directions interministérielles ou même actuellement avec la gestion de la crise. Voilà, je pose la question. Je sais que vous avez l'impression qu'il y a peut-être un complot derrière tout ça, mais je vous assure, Non, c'est pas ce que je dis non plus. Non, mais... il a la même présence dans l'administration qu'il a dans l'économie française. C'est-à-dire, c'est le deuxième cabinet c'est le deuxième cabinet en termes de chiffre d'affaires en France sur le sujet. Quasiment tout le CAC 40 a une ou deux missions en cours de chez McKinsey. Faut faire attention, il y a un chiffre qui est important, c'est regarder le chiffre d'affaires de McKinsey sur l'administration et la masse salariale de l'administration. Et là, vous voyez que McKinsey, c'est à peine la pointe de mon ongle. C'est-à-dire que McKinsey ne représente rien au regard de la masse salariale de l'État. C'est juste que le nom sonne fort, parce qu'ils ont une marque forte, et qu'on voit, mais ce n'est pas le premier cabinet de conseil de l'État. Hein. L'État signe des très gros budgets, par exemple, sur le consulting numérique dont on parlait tout à l'heure avec Enzo. Aujourd'hui, quand vous mettez en place le projet de numérisation des visas à travers le monde, c'est un projet qui nécessite d'avoir près de 250 consultants ingénieurs en informatique pour créer un projet comme celui-là. Ce projet-là, il est sur 10 sites en même temps à travers la France. On fait un appel d'offres et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont choisis. Hein, et à travers cet appel d'offres, on attribue. La DITP, elle a un appel d'offres régulier qui a lieu tous les 2 ans, je crois, et qui attribue une part du marché à différents cabinets. Elle ne travaille jamais avec un seul cabinet. C'est pour ça que, honnêtement, il n'y a pas une surreprésentation de McKinsey dans l'administration qui serait plus importante que dans l'économie traditionnelle. C'est juste que c'est un des plus gros du secteur. Et si vous regardez n'importe quel classement sorti d'école, des classements des cabinets, vous voyez qu'ils sont numéro 1. Et quand vous faites le classement des meilleurs cabinets, ils arrivent en numéro 1 ou 2. Donc, c'est pas anormal qu'ils arrivent à gagner sachant qu'ils recrutent les meilleurs étudiants, sachant qu'ils sont considérés par le secteur privé comme les meilleurs consultants, c'est pas anormal qu'ils gagnent régulièrement des appels d'offres. Ce serait beaucoup plus compliqué s'ils étaient là sans appel d'offres, ce serait beaucoup plus compliqué s'il y avait des administrations qui les utilisaient à hauteur de 15-20% de leur masse salariale et qui les utilisaient à long terme. Là, que ce soit sur la santé, ils sont arrivés sur une période d'urgence pour venir renforcer les équipes sur un moment au point d'analyse. Sur la DITP, ils ont un contrat long terme avec la DITP, mais parce que la DITP est une administration très particulière, puisque son rôle, c'est d'accompagner à court terme chaque administration sur ses projets de transformation. Donc, c'est pour ça que moi, vraiment, je ne vais pas les défendre, hein, c'est pas, ça, je peux vous l'assurer. Si vous regardez mon Wikipédia et que vous voyez les entreprises que j'ai créées, moi, j'ai plutôt créé à chaque fois des anti-McKinsey. Moi, je considère que c'est des gros cabinets un peu à l'ancienne, mais je peux que vous dire qu'ils sont très bons. Mais moi, je suis plutôt issu culturellement des petites agences d'innovation qui sont l'alternative à ces cabinets et qui sont différentes. Donc, voilà, je ne suis pas un grand défenseur, mais je veux vous dire que moi, je n'y vois pas de danger. Du coup, on a une dernière question, si ça ne vous dérange pas, monsieur le député. Donc, moi, je me permets juste de vous quitter. Donc, je voulais juste... bonsoir, Enzo. Au revoir, merci beaucoup pour votre présence, monsieur Majoubi. Et merci, Lucien et Paul, pour l'organisation. Bonne soirée. Bonne soirée. Du coup, Nancy, je ne sais pas si tu veux le dire à l'oral ou si on lit la question, du coup. Du coup, ça va être en lecture. Alors, y a-t-il des différences de fond d'exécution entre la communication commerciale et la communication politique? Si oui, quelles sont les plus grandes différences? Et sinon, qu'est-ce qui les distingue le plus? Alors, ce qui les réunit, c'est la partie technique et organisationnelle. C'est-à-dire que la communication, c'est développer une stratégie de communication et ensuite un dispositif opérationnel pour la rendre possible. Dispositif opérationnel, c'est un dispositif de production. Il faut produire des contenus, il faut produire des éléments de langage, il faut produire des images, il faut produire des vidéos, il faut produire des mots, il faut produire de la marque. Ça, c'est des fonctions techniques qui sont une compétence de base. Moi, j'ai beau avoir été le directeur de la campagne numérique, j'étais surtout le responsable de la production des tweets. C'est moi qui relisais l'orthographe des tweets avec une organisation structurée, avec 4 personnes qui travaillaient dans mon équipe et où on structurait ces choses-là pour à la fin sortir les choses. Bon, ça, que vous fassiez des tweets pour une marque ou des tweets pour l'administration, le dispositif opérationnel, c'est le même. C'est les mêmes compétences et voilà. Après, sur le dispositif stratégique,
ne fait pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes stratégies d'engagement, on n'a pas les mêmes types de marques qu'on accompagne, on n'a pas les mêmes types d'objets qu'on doit mettre en valeur. Mais il y a dans la réflexion autour de la marque des réflexes qui viennent des deux cultures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je réfléchis à comment je fais connaître mon numéro de téléphone de prévention au suicide, c'est une réflexion sur la marque. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce numéro? Quelle est la plateforme de marque de ce numéro? C'est-à-dire, aujourd'hui, ce numéro, qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils en entendent parler? Est-ce que c'est un numéro d'urgence? Est-ce que c'est un numéro d'accompagnement? Est-ce que c'est un numéro qui doit être partagé de tous? C'est quoi la tagline derrière? C'est quoi ce que je veux faire entendre et comprendre aux gens? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses en commun. Mais après, c'est pas les mêmes rythmes dans le quotidien du travail. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes KPI de réussite. Quand vous êtes sur une communication commerciale, la première KPI, c'est combien j'ai vendu. Quand vous êtes dans la communication publique, le premier élément d'évaluation, c'est pas combien j'ai vendu, c'est combien de gens j'ai touché, combien de gens se souviennent, et est-ce que oui ou non j'ai réussi à être un objet de politique publique reconnu et identifié par les personnes. Le pire pour une politique publique, c'est d'être invisible. Le pire des erreurs que j'ai pu faire quand j'étais à la tête d'une administration, c'est de lancer des dispositifs chers, très utiles aux Français, dont j'étais certain qu'ils pouvaient changer leur vie, mais dont personne n'a jamais entendu parler et qui n'a servi à rien. Et en fait, faire un truc où on est sûr qu'on a raison et que tout le monde s'en fout, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Et donc, c'est pour ça que la communication politique, la communication publique, pardon, pas politique, la communication publique, elle a un rôle essentiel dans les politiques publiques et il est très important qu'il y ait des personnes de haut niveau qui s'y consacrent, qu'il y ait des étudiants brillants qui s'y consacrent et que les gens aient envie d'y aller et qu'on travaille avec des agences pour sortir des choses. Vous savez, toutes les administrations, elles ont une agence de com en plus de leur équipe de com. À Bercy, il y a bien une équipe de com très importante, hein, plusieurs dizaines de personnes à temps plein, et ils ont des agences qui les soutiennent pour produire, pour faire des recommandations stratégiques une fois. Vous savez, un planeur stratégique, vous n'allez pas en recruter un dans une administration. Par contre, c'est bien une fois par an, une fois tous les 2 ans, de faire une consultation de planeur stratégique avec une agence pour qu'ils remettent un peu en cause la plateforme de marque, la plateforme de communication. Mais après, c'est vous qui faites la communication au quotidien. Donc, moi, j'y crois très fort. Et après, il y a la communication politique, qui est autre chose que la communication publique, la communication politique, qui, elle, a un objectif et un KPI, c'est combien de gens j'ai convaincu, est-ce que mes idées se diffusent dans la population, est-ce que les gens vont voter pour moi derrière. Et c'est autre chose. Et c'est là, en termes de parcours RH, de parcours de carrière pour vous, il faut l'avoir en soi. C'est-à-dire que soit on aime ça et on veut aller au combat, on veut... mais si on aime les politiques publiques, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aimer faire si on aime la communication politique publique, ça ne veut pas dire qu'on va aimer faire la communication politique. Communication politique, c'est plus violent, c'est plus stressant, c'est plus permanent. Quand vous rentrez dans le travail avec un élu ou avec un parti, c'est plutôt du 7 sur 7. Parce que vous voyez ce qui se passe sur les réseaux. C'est en permanence qu'il y a des sollicitations. Vous voyez quand est-ce qu'a lieu le débat politique. Aujourd'hui, les débats politiques se sont décalés le week-end. Donc, c'est le week-end qu'il y a tous les décideurs politiques nationaux qui parlent. Et c'est pendant le week-end qu'il y a les débats sur les réseaux sociaux. La campagne électorale, c'est un moment hyper intense. Donc, c'est ça qu'il faut trouver aussi en vous, de savoir si c'est ça que vous voulez faire. Et puis après, il faut que ce soit en accord avec vos idées. C'est-à-dire que quand on travaille pour une marque ou quand on travaille pour les politiques publiques, c'est plus facile de travailler indifféremment pour l'un ou pour l'autre. Quand on parle de politique, il faut trouver l'endroit où on est à l'aise, où ça correspond à ce qu'on veut pour la société, ce qu'on veut pour soi, pour sa famille, pour les gens qu'on aime, pour le monde de demain. Et c'est là, parfois je vois des gens qui candidatent chez moi, je leur dis mais pourquoi vous avez candidaté chez moi? Vous n'avez pas l'air du tout d'accord avec le président, ni avec moi, ni avec mon parti. Des fois, ouais, mais je m'étais dit que je pouvais quand même. Bah non, ça marche pas. C'est-à-dire que si les gens ils viennent pour faire la campagne du parti politique, il faut quand même qu'ils soient d'accord avec le parti politique. Sinon, c'est pas possible. Donc voilà, c'est ça peut-être la vision que je peux avoir de différenciation. Moi qui ai travaillé dans les trois, hein, j'ai fait des communications de marque, j'ai fait communication de politique publique et de la communication politique. Et ben, c'est trois dynamiques différentes. Moi, j'aime les trois. Je trouve ça passionnant de faire comprendre son message aux gens. Je trouve ça passionnant d'engager des gens autour du message, mais c'est pas la même chose. En tout cas, on remercie vraiment tous ceux qui ont participé. Apparemment, on est nombreux sur le live Facebook, notamment. Donc, je vous remercie aussi, Monsieur Majoubi, d'être venu, de nous avoir fait l'honneur d'accepter de voir les nouvelles générations de la Sorbonne. Hein. Et vraiment, on vous remercie pour le temps que vous avez passé, pour d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été vraiment interactif avec nous. Donc, merci beaucoup.
Bah, merci à vous toutes et à vous tous et bon courage pour le début de vos carrières. Vous arrivez dans un moment compliqué du monde du travail, mais ça va reprendre. Moi, je pense qu'on va vivre les 10 plus belles années en entreprise et en politique publique. En politique, je ne sais pas, mais en tout cas, on va faire des belles choses et j'espère que vous pourrez en profiter et que vous arriverez à bien démarrer. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Merci Bonne beaucoup. soirée.